Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui encore une vidéo spéciale, et oui, on va parler de ma nouvelle voiture. Alors pour ceux qui me suivent sur la page Facebook du Mécano du Dimanche, en fait ils sont déjà au courant, ils ont eu l'info en avant-première, mais maintenant il est temps de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc on parle bien ici du remplacement de mon daily driver, donc de ma voiture de tous les jours pour aller au boulot et autres. Donc on parle du remplacement de ma Honda Accord de 1995. Donc comme vous le savez, moi je roule en essence depuis très longtemps, parce que voilà, je suis convaincu que l'essence c'est bien, enfin c'est intéressant. Et la boîte auto, et puis des voitures des années, on va dire 90. Comme je vous avais dit, pour moi c'est le meilleur rapport confort, qualité, prix, fiabilité, etc. etc. Et n'empêche que mon daily driver va être remplacé par ça. Donc remplacé par une Peugeot 308. Et oui, t'as vu un peu l'effet à la Steven Spielberg? Trop top, hein. Alors, il s'agit d'une 308 de 2018, elle est neuve. Donc déjà, premier truc bizarre, c'est-à-dire que moi, j'avais dit à une époque, suite au déboire que j'avais eu avec la 407, que j'arrêtais avec les Peugeot modernes. Donc déjà, premier truc bizarre. Elle est en boîte auto. Bon, ça, c'est plus logique. Par contre, elle est diesel, et ça, c'est vraiment bizarre. Et que s'est-il passé? Pourquoi? C'est les réactions, il y a eu pas mal de réactions en fait quand j'ai mis ça sur ma page Facebook. Il y a eu pas mal de réactions dans le sens ouais bah ouais bien et tout, super, machin. Et il y a eu quelques réactions d'étonnement. Ouais c'est bizarre, bon. Et c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, c'est pas, pour moi c'est pas très logique. Enfin, et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont aussi trouvé que c'était pas logique. D'autres qui ont dit carrément, ouais, alors d'accord, t'as mis tous tes sous dans une voiture neuve, donc l'attraction n'est pas prête de voir les nouvelles. Bon, alors on va un peu clarifier tout ça. Bah oui, après tout, qu'est-ce qu'on lui reproche à cette bonne vieille Honda? Elle marche bien, pas de soucis mécaniques particuliers dessus, elle démarre tous les jours, elle m'emmène au boulot, elle fait pas d'histoire. Donc c'était l'amour parfait. Que s'est-il passé? Pourquoi trahir la Honda pour cette Peugeot? Bon, ok. Elle a une bonne gueule et tout, elle est pas mal, elle marche pas mal, consomme pas trop. Pourquoi? Oui, pourquoi? En fait, la raison est très très simple et vous allez voir, tout s'explique et voilà, ça va rassurer pas mal de monde. Tout simplement, c'est ma voiture du boulot. Voilà. Donc c'est une voiture que mon boulot a mis à ma disposition pour mes déplacements, pour aller au boulot et autres. Voilà. Donc résultat des courses, cette voiture ne me coûte pas grand chose, donc elle ne va rien changer au budget que j'aurai de dispo pour bosser sur l'attraction. Tout ce que ça va changer, c'est effectivement ce que je vais faire de la Honda. Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est une vraie question. Alors j'irai pas jusqu'à dire un vrai problème, puisque bon... on va dire que c'est un problème de riche, hein. Quand on a trop de voitures et qu'on ne sait plus quoi en faire, voilà, c'est pas vraiment un gros problème. C'est plutôt une question. Donc voilà, la Honda, après ces années de loyaux service, non, c'est pas des années, je dois l'avoir depuis 1 an et demi à peu près, mais sans gros pépins, et c'est vrai que j'en étais très content, et j'en suis toujours très content. Donc maintenant la question c'est, est-ce que je vais la garder, et finalement elle va rouler très peu et elle va se dégrader? Ou bien est-ce que je la vends, ou bien est-ce que je la garde et puis je prévois de la remettre en état après? Je sais pas trop. À mon avis, disons que j'ai pas envie de la vendre parce que je l'aime bien, etc., etc., que j'ai commencé un peu à connaître comment elle marche, et je sais que je peux bricoler dessus, donc ça me rappelle un peu ma 309 que j'avais au départ, la capacité à vraiment bosser sur sa voiture de tous les jours, et puis voilà, garder la maîtrise sur ça. Donc ça, ce côté-là me plaît beaucoup. Par contre, je pense bien qu'avec cette 308, le problème c'est que je vais vraiment l'utiliser, puisque c'est une voiture qui est faite pour ça, c'est une voiture de fonction, et donc c'est une voiture qui est faite pour que je l'utilise tous les jours. Et donc la Honda risque de pas rouler beaucoup, et comme vous le savez, une voiture qui roule pas, c'est une voiture qui s'abîme à vitesse grand V. Donc en fait, la raison me dit, il va falloir la vendre. Donc bon, ça va être une question à traiter, je pense. Alors cela dit, c'est pas le sujet de base de la vidéo, puisque dans cette vidéo, j'ai plutôt envie de vous montrer un petit peu tout ce qui concerne la 308. Bon, alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Moi, mes premières impressions, dès que je suis monté dans la voiture, alors à la concession, c'est pareil, aller dans une concession pour venir chercher la livraison d'une voiture neuve, moi ça m'était jamais arrivé, et c'était pas près de m'arriver, enfin c'était pas du tout dans mes plans, comme vous le savez, c'est pas du tout dans ma logique d'acheter une voiture neuve.
Donc du coup, aller dans une concession Peugeot en disant bonjour, je viens chercher une livraison de voiture neuve, c'était assez particulier pour moi et je m'attendais pas à avoir à le faire, donc c'était plutôt rigolo comme expérience. Et donc voilà, on a procédé à la livraison de la voiture. Alors dès le départ, ce qui m'a frappé, c'est le fait que le volant est vraiment petit, il est vraiment tout petit. Si je fais ça, voilà, j'arrive déjà là. Hein. Par rapport au volant de la Honda, je comparerai vite fait tout à l'heure, mais c'est vraiment un petit volant. Alors évidemment, comme c'est hyper assisté, bon, il n'y a pas de problème, hein, on tourne, faut que la voiture tourne. Bon. Le contact avec le volant est pas mal. Je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de cuir, mais je sais pas. C'est pas bon. Ça fait un peu de bruit quand ça frotte. Bon, je préfère le volant de la Honda. Bon, ok, hein, je vais pas sans arrêt comparer avec la Honda, mais bon. Autre truc qui m'a marqué. Alors quand on a fait la livraison avec la personne de chez Peugeot, direct, il m'a parlé en fait du système de son, comment on choisit la radio, le volume. Après, il m'a montré le GPS. Alors, je vais mettre le contact, on verra mieux. Alors, on va couper la ventilation pour que ça fasse moins de bruit. Voilà. Un GPS qui est pas trop mal. J'ai l'impression que ça gère le trafic. Ouais, je vois TomTom Trafic, donc c'est pas mal. Je sais pas si c'est aussi valable que Waze. Bon, je verrai ça à l'usage. Bon, après, on peut choisir les radios, comme on a vu la clim. Après, on a le téléphone, donc évidemment, on peut brancher son téléphone en Bluetooth. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Là, ça c'est les réglages de voiture. Alors anti-patinage, on peut l'arrêter. L'aide au stationnement, on peut l'arrêter. Bon, en fonction de conduite. Bon, il y a pas mal de choses. Et honnêtement, j'ai pas encore lu la doc de la voiture. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment mes premières sensations sur la voiture, les premiers kilomètres que j'ai fait. Car là, en tout et pour tout, la voiture a parcouru 119 km. On voit à côté 117,2, ça c'est les kilomètres que moi j'ai fait. C'est-à-dire que quand j'ai pris livraison, elle avait 2 km. Alors, dans mes premières sensations de conduite, en fait, il y a un problème, un vrai problème avec cette voiture, c'est le rétro. En fait, bon, moi je fais 1m88, j'ai essayé de régler le siège relativement bas, et en fait, dans les croisements, en fait, le rétro gêne la vue. Ça arrive souvent qu'en fait, je suis obligé de me baisser pour pouvoir voir en fait les voitures qui arrivent par la droite. En fait, je sais pas, il est implanté trop bas, je pense qu'il aurait fallu le mettre plus haut, ou qu'il aurait fallu qu'il soit plus petit, ou j'en sais rien. Mais moi, je sais que de temps en temps, il m'a embêté ce rétro. Bon, après, les montants de porte font que la visibilité n'est pas non plus exceptionnelle sur l'avant, mais bon, les voitures modernes étant ce qu'elles sont, avec des gros renforts de caisse, bon, pour la sécurité des passagers, hein, ça fait que voilà, on a une moins bonne visibilité sur les côtés. Les rétros sont assez gros, donc c'est pareil sur la visibilité sur les côtés. Bon. Alors au niveau de l'arrière, la visibilité est vraiment pas énorme. En plus, bon, moi j'ai un siège auto de ce côté-là, mais bon, même, hein, on voit bien que la plage arrière, enfin la lunette arrière n'est pas très haute. Donc je dirais que la visibilité n'est pas exceptionnelle, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé ça trop handicapant. Alors, il y a un truc qui est assez classe, hein, je trouve, c'est le levier de boîte auto. Ça fait assez moderne. Moi, je suis habitué aux boîtes auto depuis longtemps, hein, en fait, avec un bouton, on va dire mécanique, clac, qu'on appuie, et après, on peut bouger comme ça, en P, neutre, drive, R, etc. Là, c'est vraiment électronique, c'est-à-dire qu'on appuie sur ça pour engager la marche arrière ou la marche avant, et autrement, en fait, on lève pour faire drive, et on envoie vers le bas pour faire marche arrière. Alors, bien sûr, en appuyant sur le frein en même temps. Hein. Et ça, c'est pareil sur beaucoup de voitures automatiques. Donc, c'est séquentiel en fait. Enfin, on peut faire comme ça, neutre, drive, et après si on veut mettre marche arrière, on fera comme ça, neutre et marche arrière. Si on veut s'arrêter, on fait P, puisqu'on ne pourra pas faire P en fait en envoyant comme ça. Donc on fait P, on coupe le contact, et en fait le frein à main électrique va se mettre en place tout seul. Sinon on peut le déclencher tout seul. Là je peux l'enlever, de toute façon je suis en P. Voilà, et là qu'est-ce qu'il me dit? Pour desserrer le frein, appuyez sur la pédale de frein. Pour desserrer le frein de parking. Voilà. Donc là, je suis au niveau du frein à pied. Bon. Ça, c'est pareil. Je suis vraiment pas habitué à ça, le frein à main électrique. Mais bon, bah, de toute façon, toutes les voitures modernes, j'ai l'impression, ont ça. Oui, bon, ça, Eco, Sport, c'est les réglages de boîte, en fait. Hein. Si on met en sport, il aura tendance à pousser plus les rapports. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte à 8 vitesses.
Oui, boîte auto 8 vitesses, donc c'est beaucoup. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai prise, donc je suis à peine sorti de la concession Peugeot, je me suis engagé comme ça, on était en ville, hein, enfin en ville, en zone on va dire juste extra-urbaine quoi. Je m'engage, et j'ai eu à peine le temps d'accélérer pour m'engager dans la circulation. J'étais à 50 en 5e. 50, 5e, bon. Et en fait, après, je me suis retrouvé sur une voie à, je sais plus, 90. J'étais déjà en 7e. Et donc, bon, j'étais à peine à 95, ou on va dire, aller à 100, j'approchais des 110, là, il avait passé la 8e. C'est-à-dire qu'en fait, la boîte est vraiment faite pour exploiter les 8 rapports, mais pour aller de 0 à 110. Donc, il n'y a pas d'allonge spéciale, il n'y a pas, voilà, c'est pas fait pour aller à 200, hein. C'est vraiment fait pour aller le plus vite possible de 0 à, on va dire 90, 100, 110, etc. Et donc, en sensation de conduite, c'est vrai qu'on a l'impression que ça pousse très très fort, de 0 à 50, enfin très très fort, je me comprends, hein. De 0 à 50, ça colle un peu dans le siège, on dit waouh, la vache, c'est puissant et tout. Et en fait, après, les rapports de boîte font que ça se calme très très vite, et on arrive à 90, et puis après, il se passe plus grand chose. Donc c'est voilà, hein, c'est pas une voiture de sport. C'est une voiture qui a un moteur diesel, 130 chevaux, donc il y a du couple, hein, on sent que ça veut y aller, et 8 vitesses qui aident à bien exploiter la puissance du moteur. Mais après, c'est pas un avion de chasse. Pour parler à nouveau de la boîte, on peut faire M, on se met en mode en fait manuel, et à ce moment-là, on peut utiliser les palettes au volant pour changer de rapport, donc moins sur le côté gauche et plus sur le côté droit. J'ai essayé une fois, c'est rigolo, hein, mais je sais pas si ça va me servir très souvent ça. Après on a des commandes au volant, changer la source de son de l'autoradio, ça c'est pour appeler, pour téléphoner quoi. Bon après hein, c'est des commandes classiques de voiture, je sais qu'il y a encore un truc ici, ça c'est le régulateur et limiteur. Alors on a un truc qui alerte quand on traverse des lignes, ça doit être l'auto stop and start, je suppose. Pour l'instant, je l'ai pas mal laissé par défaut, hein. C'est-à-dire que je roule avec en mode ok, j'essaie pas de faire des réglages particuliers personnalisés, j'essaie de rouler comme elle est prévue, défaut d'usine, et puis après, si ça me convient pas, ça on le saura bientôt. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelques images en roulant, parce que démonstration statique c'est bien sympa, mais je vais vous montrer quelques images que j'ai prises lors d'un trajet. Une ligne là, par exemple, tiens, il y a un logo là qui dit que je mords une ligne. Et j'ai pas de sensation dans le siège comme certaines voitures peuvent avoir. C'est juste un voyant. Il y a le stop and start qui s'est déclenché, je crois. Ouais, j'ai entendu. Trop de boutons sur le côté. Ah ouais. T'as les palettes, t'as les commodos. C'est un coup à prendre le start and stop en fait. Si tu t'arrêtes, faut t'arrêter un bon coup quoi. Perturbant le tour minute là qui est à l'envers. Oui. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? J'appuie à peine. Ah oui, oui. Ferme ta vitre, s'il te plaît. Ouais, de 0 à 50, ça répond bien. Bon après, voilà quoi. Attends, que c'est ma cocotte. Ouais, j'ai pas l'impression d'être vite pourtant. Non. Alors tiens, tu as un truc sur le côté là, côté gauche. J'en ai plein, j'ai 3 trucs sur le côté alors gauche. pas les clignots, tu as un truc rectangulaire on va dire. Ouais. Tu as une molette que tu peux envoyer vers le haut ou vers le bas. Ouais. Vas-y, envoie-la vers le haut ou vers le bas. Vers le haut je peux pas, le bas je vers peux. Le bas. Vas-y. Limiteur on pause. Voilà, renvoie-le. Je sais plus si c'est en haut le limiteur, en bas le régulateur ou l'inverse. Mais vas-y, clac, bouge-le. Régulateur, voilà.
Donc ça, c'est la molette qui change entre le régulateur et l'émetteur. Ok. Et après, tu as deux petits boutons qui sont plus vers l'extérieur, Ouais. qui sont Et vers un le haut, vers le plus et le moins en fait. Ouais. Et Ils un sont- au bout aussi. Voilà. Non, mais celui-là, t'as pas besoin. Oups. Quoi? Pas j'appuie dessus. Et ça fait quoi? Non, mais c'est une reconnaissance vocale, le bouton au bout. Et donc le plus et le moins, bah, ça te fait ton régulateur. Donc si tu veux Ouais. tester, hein, tu mets le régulateur. Le plus marche pas très bien. Bah, là, tu es en limiteur, il est en pause, hein, de toute façon, il n'est pas activé. Ah oui, Oui. donc pour l'activer, il faut appuyer dessus. Ouais. Le bouton moins, il est facile. Le bouton du haut, il est pas facile. J'ai du mal à appuyer dessus. Ok. Oui, je me gourre, c'est pas la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale, elle est au bout du clignotant, je crois. Émetteur actif, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, au bout, c'est pour l'activer ou le désactiver. Ouais. Ouais. Oui, je sens, il t'a freiné d'un coup là. Il a freiné quoi? Ah oui, il t'a empêché de dépasser les Ouais. 90. Ouais. Alors pour le désactiver, tu appuies juste sur le bouton du bout, comme ça, il se met en pause, et ça te permet de le rappeler quand tu veux. Ok. Et il garde le réglage 90. Sachant que là, on arrive à une portion à 110. Je suis déjà à 110 sur le match. Ah oui, oui, bah ouais, 130 chevaux. Hein. Bon. Par rapport à ta 206 qui est à 75 chevaux, forcément, ça change. Ah, ça me perturbe vraiment quand on tourne. Ça te perturbe. Ouais. Je le regarde souvent, enfin, assez régulièrement sur ma 206. Oui. Et là, du coup, le fait qu'il soit. Ah, le contour te perturbe, d'accord, Ouais. j'avais pas entendu. Bah, c'est normal, je la comprends, c'est à l'envers. Ouais. Attends, on va mettre un peu de frais. Il y a de l'air qui arrive. Alors on va mettre du frais. Voilà. On va ouvrir ça, parce que là ça risque pas de faire grand chose. 20 degrés. Voilà. Et là peut-être que tu as de l'air qui peut arriver par là aussi. Non. Il n'y a pas vers l'arrière. Non, non. Dans la 407, il y avait une bouche qui arrivait vers l'arrière, mais pas là. C'est pas une routière comme la 407 quand même. Je suppose maintenant la 508. Régulateur actif. Donc là, tu peux lâcher tu lâches l'accélérateur et c'est bon. Et après, tu contrôles ta vitesse avec le plus et le moins. Sauf que c'est marrant, je lui ai dit 110. Ah, Ah ouais. tout à l'heure, il était à 109. Oui, oui, j'ai vu, ouais. Et évidemment, si tu appuies sur le frein ou l'accélérateur, ça va désactiver le cruise. On essaye? Oui. Voilà. Tu vois? Et là, il clignote en disant dis donc, tu m'as demandé 110 et tu fais 113. Voilà. Et quand je freine, il se met en pause. Oui. Ok. Bah oui, c'est une sécurité. Non, bah c'est pas mal. Ah, là, le clignotant me gêne pas, t'as vu? Avec ma façon bizarre de tenir le volant. Je sais pas moi. Non, mais souvent, le clignotant, le Ouais, klaxon est là. Et moi, comme je tiens mon volant comme ça, d'accord. là, il m'a dit t'as touché la ligne. Oui, oui, t'as mis le rappel, ouais. Ouais. C'est marrant, ça. Oui, on accélère. Ouais. Faut aller doubler n'importe comment. Alors, en appuyant sur ce bouton-là, en fait, on a nos infos de conso instantanée, d'autonomie qui reste, enfin combien de kilomètres on peut faire. Et là, conso moyenne, on est à 4 litres 9. Alors, après avoir fait de la 4 voies, j'étais descendu à 4 litres 7. Bon, là, on a fait un petit peu de zone urbaine, 4 litres 9, ouais, c'est pas mal. Alors, vous avez envie que je vous parle de la qualité des plastiques? Ça, c'est... Pour moi, ça c'est vraiment un sujet où il y a de la masturbation intellectuelle, mais bon, après tout, pourquoi pas.
Genre, ouais, quelle qualité de plastique, le plastique. Bon, le plastique, on va en parler alors. Là-dessus, c'est mou, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Un plastique mou. Je sais plus le nom et ça m'intéresse pas. Et là c'est un plastique dur qui fait un peu de chipos. Oui, c'est vrai. Voilà, et là c'est du dur. Et c'est du dur. Et voilà. Donc en fait, ouais, c'est que le dessus ici qui est en plastique mou. Bah, je pense que c'est aussi en partie pour la sécurité, mais bien qu'il y a l'airbag, donc je pense que quand quelqu'un, personne va se taper vraiment là, normalement. Mais bon, voilà, donc tout ça c'est du mou. Mais bon, là, moi je trouve l'impression globale au niveau définition est plutôt correcte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais pas vous dire en quoi est composé le plastique, comme je vous dis, ça m'intéresse pas comme sujet. Mais ouais, c'est un mélange, on va dire. Il y a du dur, il y a du tissu, il y a un peu de tout. Bon, moi je trouve que la qualité perçue globalement est correcte. Voilà. Alors les sièges sont relativement confortables. Par contre, moi j'aime bien le cuir et j'aime bien autrement le velours. Là c'est aucun des deux, c'est du tissu. C'est pas spécialement top. Voilà. Bon, mais voilà. Hein, en même temps c'est une finition active ou je sais plus quoi. Enfin c'est une gamme spéciale pour les professionnels. Donc je pense que c'est un peu pour ça. Ici on a tout un truc d'affichage sur les ceintures qui sont mises ou pas. Le truc pour la lumière, bon c'est le truc classique. Là on a le téléphone d'urgence. Ça c'est pour appeler l'assistance Peugeot, je suppose. Bon, très bien. Oui, parce que je pense que ça se sert du téléphone évidemment qui est configuré en Bluetooth. Je sais que sur la 407, moi je pouvais carrément mettre une carte SIM dans l'autoradio. Alors là c'est peut-être pas le cas. Je sais pas s'il peut avoir son numéro autonome. Mais bon, maintenant avec tous les téléphones qui sont en Bluetooth, à mon avis c'est plutôt paramétré pour fonctionner avec votre téléphone à vous en Bluetooth. Ce qui honnêtement est beaucoup plus pratique que d'avoir un téléphone dédié à la voiture. Parce que quand on cherche à vous joindre, on ne sait jamais s'il faut vous joindre sur votre numéro ou sur le numéro de la voiture. Bon, d'un autre côté ça fait aussi un numéro qui fonctionne même si vous avez oublié votre téléphone. Bon bref. Alors on va regarder vite fait les places arrière. Bon là, comme je vous disais, je suis plutôt grand. Donc le siège est réglé à ma taille. On voit qu'il reste encore de la place pour les jambes, pour les passagers arrière. Bon. Taille standard, hein, c'est pas non plus comme dans l'attraction, hein, c'est plus l'époque. Et le coffre. Bon, il y a de la place, hein, c'est la berline, hein, c'est pas le break. D'ailleurs à la concession au moment de la livraison il y avait exactement la même que la mienne en break. Et franchement voir les deux à côté, moi je préférais au niveau de la tronche, je préférais la berline, hein, donc ça tombe bien. Là j'ai l'impression qu'il y a une trappe à ski, ça c'est sympa par contre. Ouais. J'ai un siège auto qui gêne là, mais autrement, ouais. Avec le truc pour le porte-gobelet pour les passagers arrière et la trappe à ski qu'on peut ouvrir ou pas. Ça c'est sympa. Alors par défaut elle est livrée sans roue de secours, mais je crois que je vais avoir une roue de secours avec mon boulot. Bon ça c'est à confirmer, hein. Là j'ai la voiture depuis 3 jours, bon tout n'est pas encore complètement réglé. Bon sinon moi j'aime bien la ligne, hein. Honnêtement je trouve qu'elle est assez dynamique. Qu'est-ce qu'on a comme roue là-dessus? Alors c'est des jantes alu, ça c'est pareil, moi j'aime bien, hein. Perso jantes en tôle, voilà je trouve bof. Donc jantes alu c'est sympa, on est en 205 55 R16, voilà. Et donc là la monte défaut d'usine on va dire c'est Goodyear. Bon ok, pas d'avis, hein. Pour moi c'est une marque connue de pneus, j'ai pas de commentaires négatifs à faire. La ligne à l'avant est assez est racée sans être trop agressive, donc c'est pareil, c'est bien, ça me va. Alors là moi je pense qu'il est temps d'aller regarder ce qui se passe là-dessous. Alors c'est plutôt pas mal quand donc par en dessous le capot, on tire comme ça là-dessus. Alors là elle bip, je sais pas pourquoi, j'ai enlevé la clé de contact. Ah voilà, ça s'arrête, tant mieux pour nos oreilles. D'ailleurs tiens, c'est marrant en fait, il n'y a pas un gros cache en plastique comme ils faisaient à un moment donné. Ils ont arrêté avec ça, c'est pas mal. Parce que ça devenait ridicule. Là c'est juste un petit, on dirait un bouclier thermique plutôt. Donc là on voit quand même ce qui se passe dans le moteur.
Moi ça me fait vraiment bizarre, hein, je vous le cache pas, d'ouvrir un capot moteur et de voir vraiment un truc dans un état pareil, c'est-à-dire neuf de chez neuf. Propre de partout, truc immaculé, pas la moindre trace d'huile, rien. Parfaitement propre. Et ça, je suis vraiment pas habitué. Pas habitué du tout. Alors j'ai remarqué qu'il y avait une fonction d'allumage de lumière aussi quand il fait nuit pour pouvoir un peu retrouver la voiture. Il va falloir que je vous montre ça. Comment faire? Eh ben, on va dire qu'il va faire nuit maintenant. Alors vous ne voyez rien, c'est normal. On va tester la fonction d'allumer la lumière de la voiture. Voilà. Donc on voit que c'est pas mal, il y a des lumières qui restent allumées au niveau de l'arrière, au niveau du côté et au niveau de l'avant. Donc c'est pas mal, ça permet de circuler autour de la voiture. De nuit évidemment. Ça s'éteint au bout d'un moment. Bon, la nuit c'est bien mais on voit rien donc on va la rejouer de jour. Hein. Bon voilà, on a pratiquement fini le tour. Hein. Il y avait juste un petit détail moi qui m'a étonné. Alors pareil, hein, moi les voitures neuves, j'y connais rien, j'ai jamais fait, voilà. Je vais vous montrer. Vous la voyez? Ouais. Il y a une trace là. On dirait une trace de cambouis. Donc évidemment c'est pas moi qui l'ai faite. Je sais pas dans quelle mesure je dois râler ou quoi de ça. Je suis pas du genre à venir me plaindre. Ça va pas être méchant à enlever, mais enfin c'est pareil, si j'essaie de l'enlever et que j'en fous partout. Et en plus, bon c'est pareil, c'est une voiture du boulot, c'est une voiture que je suis censé rendre en bon état lorsque j'en aurai plus besoin. Donc voilà, j'ai pas non plus envie qu'on vienne me dire ah, la voiture elle est délabrée. Bon. Bref, enfin bon, il y aura des signes d'usure. De toute façon, là je la garde au moins pour 3 ans, c'est le contrat qui est prévu. Donc forcément il y aura un peu d'usure, donc voilà. Mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, ceux qui ont déjà commandé des voitures neuves. Est-ce qu'il y avait des trucs admissibles, pas admissibles? À vous de voir. Bon voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant sur la 308. Hein. Comme vous voyez bien, je viens de la voir depuis quelques jours. Donc pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'expérience dessus. Donc je pense que je vous en reparlerai un petit peu dans le futur. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y aura évidemment 0 tuto de méca dessus. Hein, puisque c'est une voiture de fonction et l'entretien va être fait par Peugeot. Donc en fait, je vais pouvoir vous commenter éventuellement les actions qui sont faites par le fabricant. Voilà, mais c'est tout. Hein. Je vais absolument pas bricoler dessus, c'est certain. Quoi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous-même vous avez une Peugeot ou bien une Citroën ou n'importe quoi, une voiture neuve, qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la concurrence, tout ça, j'en ai aucune idée. Moi j'ai pris celle-là parce que il y avait le choix en fait entre une Renault, une Citroën ou une Peugeot à peu près de même gamme. Je suis reparti vers Peugeot, voilà, malgré tout. Donc j'avais beau dire que j'étais fâché avec Peugeot suite à la 407, et ben quand même, voilà, j'ai repris une Peugeot. Donc comme quoi, hein, bon, voilà. Bon allez, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Salut.